Cette tour pétrolière cache un sombre secret. Je venais de terminer ma formation pour travailler sur ce type d'installation. Ma mère pensait que j'étais fou, mais honnêtement, j'étais ravi. L'aventure avait un nouveau nom et il s'appelait Kraken. Oui, c'était vraiment le nom de cette plateforme. L'hélicoptère volait droit vers le néant, vers nulle part. Je ne pouvais m'empêcher de coller mon visage contre le hublot. Je me sentais comme un enfant, en route pour Disneyland. Mais au lieu des montagnes russes et de Mickey Mouse, c'était le golfe du Mexique qui m'attendait, avec un salaire énorme en prime. Lorsque nous avons commencé à descendre, une tour est apparue dans mon champ de vision. Elle ressemblait à un monstre métallique géant au milieu de l'océan. C'était l'une des plus anciennes plateformes du Golfe. Les salaires y étaient incroyables et le recruteur avait mentionné une prime spéciale si je travaillais jusqu'à la fin de mon contrat. J'ai signé les papiers dès que j'ai reçu tous les certificats. Au moment où mes chaussures ont touché le pont du Kraken, une odeur d'air salé et de pétrole m'a frappé le nez. Le bruit était plus fort que je ne m'y attendais. Il y avait un bourdonnement constant des mécanismes qui faisaient vibrer le sol. 2 types vêtus de gilets de couleurs différentes nous attendaient. On m'a dit de m'approcher de l'homme en orange. Il avait l'air d'avoir passé plusieurs mois ici. Il avait la peau rugueuse et tannée, et boitait légèrement. « Comment tu t'appelles, un fiston ?» m'a-t-il demandé en criant pour couvrir le bruit. « Vous pouvez m'appeler Sully, monsieur. Je suis le nouveau soudeur, » ai-je répondu. « Sally, donc ? Eh bien, bienvenue sur le Kraken. Je suis Gene, le soudeur en chef. Maintenant, la première règle de survie. Porte toujours ça. » Il me tendit une épingle en argent. Elle était gravée d'un monstre marin attaquant une baleine. « Mets-la et garde-la toujours sur toi. Sous la douche, au lit, peu importe. Assure-toi simplement de l'avoir avec toi, » insista Jean en me lançant un regard qui semblait dire « Ne pose pas de questions stupides. » J'ai accroché la broche à ma chemise, remarquant pour la première fois que tout le monde autour de moi en portait une identique. Jean s'avança et je le suivis, essayant de tout observer. La tour était un véritable labyrinthe. Je n'avais jamais rien vu d'aussi immense de ma vie. Bon, voilà le truc. Cet endroit, ce n'est pas juste des écrous et des boulons, commença-t-il. Il y a ici des règles qui ne figurent pas dans le manuel, mais il est important de les suivre si tu veux survivre dans ce travail. Tu te souviens de la règle numéro 1 ? Jean haussa un sourcil. Oui, toujours porter une épingle, répondis-je. Le vieil homme acquiesça d'un signe de tête. C'est vrai, petit nouveau. Cela leur fait comprendre que tu fais partie de l'équipe. Ils ne peuvent pas te renvoyer avant la fin de ton contrat. Pendant que nous marchions, Jean poursuivit la visite guidée en me montrant les parties de la tour que je me rappelais avoir vues dans la vidéo sur la sécurité. Oui, et ici, nous avons la zone de détente. C'est là que tu passeras la plupart de ton temps libre. Nous entrâmes par une double porte dans une pièce étonnamment confortable. Il y avait une salle de sport et un comptoir avec des collations. À côté, une petite bibliothèque avec des livres et des jeux de société. Jean a ouvert une autre porte donnant sur une pièce avec plusieurs canapés et une grande télévision. Et oui, une table de ping-pong. Et voici le salon commun. Nous avons ici une connexion Internet correcte. L'essentiel est de ne pas perdre la tête. Restez enfermé pendant des semaines. Ça peut vous rendre fou si vous ne faites pas très attention, dit-il. C'était logique, car les gens ne pouvaient pas simplement quitter la tour. Quand le week-end arrivait, je restais quand même sur le Kraken pendant 1 mois entier. Après cela, nous devions être transportés par hélicoptère vers la côte pour 3 semaines de vacances. Puis, nous devions retourner sur le Kraken jusqu'à la fin du contrat. C'était donc agréable de savoir qu'il y avait de nombreuses façons de se détendre ici. Enfin, Jean m'a montré ma cabine. Elle était simple. Un lit superposé, une petite table et un casier pour mes effets personnels. Mon voisin était un gars nommé Clive.
C'était le seul autre soudeur sur la plateforme. Mais nous ne nous voyions pas souvent. Avec seulement 2 soudeurs à bord, l'un d'entre nous devait toujours être de garde. Nous travaillions donc en équipes différentes. Avant d'entrer dans la pièce, j'ai remarqué une porte métallique rouge au bout du couloir. Jean m'a attrapé par la main et m'a montré la porte. « C'est la 2e règle, Sully. Tu n'ouvres jamais cette porte. Compris ? Peu importe ce que tu entends. »« Et qu'y a-t-il derrière ?» ai-je demandé. « Une zone interdite. Tu ne veux pas finir comme Joe, » a-t-il répondu. Jean m'a raconté toute l'histoire. Cela s'était passé avant qu'il n'arrive sur le Kraken. Joe était un type bizarre. Il restait généralement à l'écart, mais il était sacrément doué avec les mécanismes. Il avait toujours une clé à molette sur lui. Mais un jour, il a commencé à se comporter bizarrement. Il s'est mis à rassembler ses affaires, ses chaussures, ses vêtements. Il a même pris l'oreiller de sa couchette. Tout le monde se grattait la tête, car ses vacances ne devaient même pas commencer que dans 1 semaine. Ses amis lui ont posé des questions, mais Joe leur a simplement répondu qu'il devait rentrer chez lui. Tout le monde a donc pensé qu'il avait vécu une tragédie familiale. Mais au lieu de se diriger vers l'héliport, il est allé directement vers la porte rouge avec toutes ses affaires. Bien sûr, personne ne l'a suivi. Même à l'époque, tout le monde connaissait la règle concernant la porte rouge. Mais les supérieurs ont perdu la tête. Ils ont déclaré que quiconque toucherait la porte perdrait son emploi. Et puis, un jour plus tard, du pétrole a commencé à s'écouler de la porte. Beaucoup de pétrole. Au début, il s'écoulait en un mince filet. Les techniciens ont pensé qu'il y avait une fuite dans le système. La dernière chose que l'on souhaite sur une plateforme, c'est une marée noire. Mais les opérateurs ont simplement haussé les épaules et ont demandé à tout le monde de ne pas y prêter attention. Mais le pétrole continuait de s'écouler. Bientôt, le couloir était recouvert de pétrole. Jean a dit que le niveau avait monté d'1 pouce et que ça n'avait cessé de couler qu'au bout de 3 jours. Et l'équipe de nettoyage a mis 1 semaine entière à tout essuyer. Mais l'odeur était restée pendant des mois. On a dit à la famille de Joe qu'il était tombé de la tour et s'était noyé. Mais l'un des nettoyeurs a trouvé quelque chose dans cette boue. C'était la bague de mariage de Joe, juste au milieu de la tache de pétrole. La leçon à tirer de cette histoire était claire. Ne pas franchir la porte rouge. Après le dîner, j'ai décidé d'aller prendre l'air et je me suis rendu sur le pont supérieur. La plateforme fonctionnait 24 heures sur 24. La nuit était encore bruyante, mais en dehors du Kraken, la baie était plutôt calme. Des kilomètres et des kilomètres d'océan à perte de vue. Alors que je regardais l'eau, quelque chose a attiré mon attention. Au début, il faisait trop sombre pour que je puisse distinguer clairement. Quoi que ce soit, cela cachait les étoiles. Je me suis approché du bord pour mieux voir. Au loin, une silhouette massive se déplaçait. Elle s'est élevée et j'ai compris ce que c'était. Une vague de marée. Elle se formait non loin de nous. La vague s'est devenue de plus en plus haute jusqu'à atteindre la hauteur du pont sur lequel je me tenais. Je ne pouvais pas dire à quelle vitesse elle se déplaçait, mais je savais que ce genre de phénomène se déplaçait très rapidement. Je me suis retourné pour courir et je suis tombé nez à nez avec Jean. « Ouah, qu'est-ce qui t'a fait courir comme un chat échaudé ?» m'a-t-il demandé. « C'est un tsunami ou quelque chose comme ça. Il est énorme. Regarde, il va frapper la tour, » répondis-je. « Hé, détends-toi, fiston. Il n'y a pas de tsunami ici, dans la baie. En tout cas, pas de ce genre-là, » dit Jean, sans même prendre la peine de regarder. Au lieu de cela, il posa sa main sur mon épaule pour me rassurer. « Mais regarde, » insistai-je. Jean réfléchit un instant puis demanda « As-tu regardé vers l'est après le coucher du soleil ?»« Je ne sais pas, je n'ai pas... »« Peut-être, » répondis-je. « C'est la 3e règle, Sally. Ne regarde jamais directement vers la mer de l'Est après le coucher du soleil. Tu ne peux faire confiance à rien de ce que tu y verras, » répondit-il. « Mais de quoi parlait-il, bon sang ?»
Comment pouvions-nous simplement ignorer l'énorme vague qui se dirigeait droit vers nous? J'essayais de le pousser vers la balustrade pour qu'il voie par lui-même, mais il était plus fort qu'il n'en avait l'air. Il ne bougea pas d'un pouce. Au lieu de cela, il m'a tourné de manière à ce que je me retrouve dos à la vague. « Écoute, mon garçon, l'océan joue avec l'esprit des hommes, a-t-il commencé. Tu verras ici beaucoup de choses que tu ne comprendras pas. C'est pourquoi nous avons ces règles. Tu les apprendras au fur et à mesure. Donc, si tu vois quelque chose d'étrange, viens d'abord me voir. Compris? Mais je ne pouvais pas me calmer. Écoute, je sais ce que j'ai vu. On va risquer la vie de tout le monde à cause d'un tas de superstitions. Jean restait calme, mais sa voix était devenue plus dure. Si cette vague était réelle, comme tu le penses, ne serions-nous pas déjà en train d'avaler de l'eau de mer? Je me suis figé. Il avait raison. Jean m'a raccompagné à ma cabine. Il m'a dit que je devais me lever tôt le lendemain et que je devais me reposer. J'ai simplement hoché la tête et commencé à retirer mes chaussures. Mais juste avant de partir, il m'a fait répéter la 3e règle. Règle numéro 3. Ne jamais regarder l'océan oriental après le coucher du soleil. Mon réveil a sonné, marquant le début de ma première journée de travail officielle sur le Kraken. En sortant du lit, j'ai remarqué que Clive s'était endormi sur sa couchette, épuisé par son quart de travail. Après m'être préparé, je me suis rendu à la salle à manger où j'ai pris un petit déjeuner rapide. La journée s'annonçait chargée. Jean m'a remis mon emploi du temps après le repas. Comme l'équipe de la tour, nous avions des quarts de 12 heures, mais heureusement, nous étions nourris 4 fois par jour et avions beaucoup de pauses. En tant que novice, ma tâche pour la journée consistait à suivre Jean partout. Cela signifiait que j'allais voir de mes propres yeux ce qu'il fallait faire pour maintenir le Kraken en état de marche. Notre travail de soudeur était essentiel. Ici, en mer, l'air corrodait très rapidement le métal. Ma première tâche a consisté à aider Jean à remplacer une section de la rambarde qui était complètement rouillée. Et quand je l'ai coupée, j'ai vu à quel point le sel l'avait rongé. Nous avons pris les mesures et découpé un nouveau morceau. Puis, suivant l'exemple de Jean, j'ai fixé le nouveau morceau de métal à l'aide de soudure nette. La journée avançait et nous passions d'une tâche à l'autre. J'ai vraiment pris conscience de tout le travail nécessaire pour que tout cela tienne ensemble. La plupart du temps, nous réparions des tuyaux qui fuyaient et remplacions des boulons rouillés. À midi, je m'étais déjà familiarisé avec le travail. C'est alors que Jean a dit que nous devions nous rendre sur le site de forage pour une maintenance urgente. Pendant que nous y allions, il m'a donné une autre de ses règles. Ne parle pas tant qu'on ne t'adresse pas la parole lorsque tu es près de la foreuse, m'a-t-il dit. Jean m'a emmené en bas, sur le site de forage. C'était un monde complètement différent du reste de la tour. Il faisait chaud et étroit. Toute l'équipe était couverte de graisse. En suivant Jean, j'ai remarqué que tout le monde communiquait par gestes. Cela avait tout son sens, compte tenu du bruit des machines. Mais ils restaient donc silencieux, même lorsqu'ils se tenaient, les uns à côté des autres, utilisant uniquement des signes de la main. Il semblait que cette règle était prise très au sérieux, ici. Nous avons continué à descendre toujours plus profondément dans les entrailles de la tour, et plus nous descendions, plus l'odeur du pétrole et de l'eau de mer devenait forte. Il y avait un bourdonnement constant autour de moi, comme si j'étais près d'une rivière rapide. Les murs vibraient sous la puissance des mécanismes et de l'océan qui nous entourait. Finalement, nous sommes arrivés à une section où les tuyaux sur le mur tremblaient. On aurait dit qu'ils allaient tomber d'un moment à l'autre. Jean les a pointés du doigt et a fait un geste vers sa boîte à outils. J'ai tout de suite compris. Nous nous sommes immédiatement mis au travail. J'ai attrapé le matériel de soudure pendant que Jean tenait les nouvelles fixations. Le travail ici ne consistait pas simplement à assembler des pièces. Il fallait s'assurer que tout resterait en place.
Le travail exigeait toute ma concentration, tandis que j'essayais de rendre les soudures aussi solides que possible. Dans cette partie de la tour, une mauvaise soudure ne signifiait pas simplement une réparation, elle pouvait signifier une catastrophe. Pendant que nous travaillions, j'ai entendu un bruit sourd soudain. Tout l'espace s'est incliné d'un côté. J'ai perdu l'équilibre et me suis cogné la tête contre un tuyau. « Merde, qu'est-ce que c'était que ça, bordel ?» ai-je juré. Jean m'a rapidement fait signe de me taire, les yeux grands ouverts et sérieux. Mais avant que je n'ai eu le temps de répondre, un gémissement profond s'est à nouveau fait entendre autour de nous. Cette fois, il était plus fort. Il résonnait dans ma poitrine. Il venait par vagues, tantôt plus fortes, tantôt plus faibles, presque comme le chant d'une baleine. Mais il semblait provenir de quelque chose de beaucoup plus grand. Je pris soudain conscience de ma petitesse et de la facilité avec laquelle l'acier au-dessus de moi pouvait m'écraser, ou avec laquelle l'océan pouvait nous renverser. Nous n'aurions pas dû venir ici, pensais-je. Une partie profonde de mon esprit me criait de partir, car quelque chose d'énorme approchait. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Jean a arraché son casque et m'a couvert la bouche avec sa main. J'ai remarqué qu'il saignait du nez. Le bruit horrible a continué pendant qu'il maintenait fermement sa main sur ma bouche. J'ai fait de mon mieux pour rester calme. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. Mais finalement, le bruit s'est arrêté. La tour s'est stabilisée et j'ai de nouveau entendu les sons familiers des mécanismes en marche. Jean a retiré sa main et s'est essuyé le nez avec sa manche. Il a posé son doigt sur ses lèvres pour me rappeler de rester silencieux. Puis, après s'être assuré que j'allais là bien, il s'est remis à souder comme si de rien n'était. Je suivis son exemple. Je sentais encore mon crâne battre. J'étais sûr que cela allait me donner une migraine. Une fois notre travail terminé, nous avons rassemblé notre équipement et quitté les ponts inférieurs. Je sentais les regards de l'équipe posés sur nous tandis que nous passions devant eux. Dès que nous sommes remontés à la surface, je n'ai plus pu retenir mes questions. « Bon Jean, qu'est-ce qui vient de se passer là-dessous » ai-je demandé. « C'est pour ça qu'il y a une règle concernant les conversations près du forêt, » a-t-il commencé. « Plus tu es près du forêt, mieux il t'entend. »« Bon, c'est quoi, il » ai-je demandé. Jean a haussé les épaules. Il avait l'air fatigué. « Écoute, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé ici. Je n'ai pas toutes les réponses. Sally, cette tour est différente. Tu dois respecter les règles si tu veux rester en sécurité. » « D'accord. Y a-t-il d'autres règles que je devrais connaître ?» ai-je demandé. Il a hésité un instant, puis a hoché la tête. « Il y a 3 autres règles que tu dois retenir. Règle numéro 5. Pas de viande rouge le mercredi. Règle numéro 6. N'ignore pas la cloche lorsqu'elle sonne 3 fois. » Puis Jean regarda autour de lui pour vérifier que personne n'était dans les parages. Il avait l'air effrayé. « C'est la règle la plus importante de toutes, mais tu ne dois pas la connaître sitôt. Crois-moi, c'est pour le bien de tous. Je te le dirai le moment venu, » dit-il. « Allez Jean, arrête avec ces bêtises. Si c'est si important, pourquoi en faire un secret? Comment puis-je assurer la sécurité des gens si je ne sais même pas comment faire ?» ai-je dit. Jean semblait épuisé, comme si tout dormant de ces années passées dans la tour avait fini par l'accabler. « Écoute, fiston, fais-moi confiance, d'accord? Je t'ai sauvé la vie jusqu'à présent. Souviens-toi simplement des 6 règles, et je te dirai la dernière quand tu auras besoin de l'entendre, d'accord? » Le reste du quart s'est déroulé sans incident. Jean était complètement absorbé par son travail. Après notre conversation, son calme m'a aidé à retrouver mon rythme de travail. J'ai commencé à me détendre, oubliant ce qui s'était passé sur les ponts inférieurs. Au fil des jours, la vie sur la plateforme a pris un rythme prévisible. Le mercredi est arrivé et, comme il l'avait dit, nous n'avons pas reçu de viande rouge ce jour-là.
J'ai entendu quelques murmures de mécontentement de la part de l'équipe à cause de l'absence de bacon au petit déjeuner, mais tout le monde semblait savoir que ce serait le cas. Je ne m'en suis pas plaint. Les fajitas au poulet que je mangeais étaient les meilleurs de ma vie. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose. Je suis allé chercher une deuxième portion de haricots et j'ai vu les cuisiniers remplir un baril de pétrole avec de la viande, des côtelettes, des saucisses, même un gigot d'agneau entier. Ils les jetaient de là directement depuis le congélateur. Le magasinier cochait quelque chose sur une liste chaque fois qu'ils y mettaient quelque chose. Mais ce baril n'était pas rempli uniquement de viande. Chaque fois qu'ils y jetaient quelque chose, je voyais du pétrole brut éclabousser le rebord. Une fois le baril rempli, ils l'ont sorti de la cuisine. Je n'avais aucune idée de leur destination. Jean m'avait vu observer tout le processus. Tout ce qu'il avait pu faire, c'était hausser les épaules et dire « c'est comme ça les mercredis ». Pour le reste, la semaine s'était déroulée tranquillement. Nous parcourions la tour, remplaçant tout ce qui était trop rouillé pour être utile ou effectuant de petites réparations lorsque nous n'étions pas occupés. Parfois, j'avais le temps de jouer au billard pendant la journée. Mais la nuit, depuis le pont supérieur, je voyais quelque chose du coin de l'œil. Si cela venait de l'est, je n'y prêtais pas attention. Parfois, des lumières apparaissaient sur l'eau, d'un jaune vif et d'un vert éclatant. D'autres fois, un épais brouillard s'épaississait. Une fois, j'aurais pu jurer que quelque chose d'énorme avait volé près de la tour. Une ombre massive qui avait filé derrière nous. Mais dans l'ensemble, je m'habituais à la vie sur le Kraken. À un moment donné, j'ai enfin fait la connaissance de Clive. C'était un type marrant. Quand il ne ronflait pas dans son oreiller, il me racontait que son contrat avait déjà été renouvelé 6 fois. Il avait 2 enfants qu'il envoyait à l'université en Louisiane, et c'était quelque chose que je remarquais souvent moi aussi. L'équipe parlait souvent du nombre de fois où ils avaient prolongé leur contrat. Mais il semblait y avoir une sorte de hiérarchie tacite. Plus quelqu'un renouvelait son contrat, plus il semblait être respecté, peu importait leur grade. J'ai vu des gars se disputer avec leurs supérieurs. Et vous savez ce qui était le plus fou? J'ai vu des chefs de forage reculer quand il était question de prolongation. Sinon, l'équipe s'entendait très bien. Avant même que je m'en rende compte, il ne restait plus que quelques jours avant mes vacances. Mais quelque chose s'est produit qui m'a fait réfléchir à l'opportunité de retourner sur le Kraken. C'était mardi. Jean et moi étions de nouveau sur le pont inférieur. Nous réparions les balustrades des passerelles. Je m'étais déjà habitué aux gémissements ou aux mouvements occasionnels là-bas, en bas. Juste au moment où nous allions terminer, la cloche a sonné dans le haut du parleur. 3 coups battent fort, l'un après l'autre. Jean s'est figé et m'a regardé. « Tu te souviens de ce que cela signifie, n'est-ce pas » Je savais que nous ne devions pas ignorer la cloche, mais je ne me souvenais que vaguement des détails. « Oui, nous ne devons pas ignorer la cloche, mais que devons-nous faire exactement » répondis-je. « Laisse tes outils, suis-moi dans les abris » dit-il en retirant son casque. Les abris? Je ne me souvenais pas avoir entendu parler des abris lors de la formation. Néanmoins, j'ai suivi Jean. Nous sommes retournés sur les ponts supérieurs. D'autres membres de l'équipage nous ont rejoints, tous se dirigeant dans la même direction. Les abris étaient en fait 3 grandes salles situées dans la tourelle. Chacune était équipée d'un petit poste de secours et de toilettes. Jean m'emmena dans l'une d'elles. En regardant autour de moi, je remarquai plusieurs gars qui semblaient s'être réveillés à l'instant. Clive était l'un d'entre eux. Ses cheveux étaient en bataille et il était vêtu d'un simple caleçon. Il portait toutefois toujours son épingle en argent. Une fois que tout le monde fut à l'intérieur, la cloche sonna 3 fois de plus. Puis, 2 opérateurs fermèrent la porte. Mon regard se posa sur l'intérieur de la porte alors qu'elle se refermait. Elle était couverte d'inscriptions, mais ce n'était pas une langue que je reconnaissais. Elle me semblait égyptienne.
à cause de ses petits dessins. Il y avait un dessin représentant un poisson aux grands yeux, un cercle avec des tentacules, un serpent à 2 têtes et tout un tas d'autres symboles composés de points et de lignes nettes. Jean s'approcha d'une des chaises placées de contre le mur du fond et s'assit. Tout le monde commença à s'installer confortablement. Il semblait que nous allions rester là longtemps. Je vis Clive s'asseoir dans un coin et s'assoupir. Puis, on frappa à la porte. Tout le monde se figea, comme terrifié par ce qui allait se passer. Je regardais Clive. Il était maintenant complètement réveillé, le visage pâle. Les coups continuaient. Puis, une voix se mit à crier pour qu'on laisse entrer. Les caméramans se regroupèrent près de la porte. Il était clair qu'ils se disputaient, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Autour de moi, les gens se disputaient entre eux. La tension montait. J'ai regardé Jean à nouveau, mais ses yeux étaient rivés sur la porte et ses doigts tripotaient une épingle sur sa chemise. L'homme à l'extérieur continuait de crier. Il nous suppliait de le laisser entrer. Il disait que c'était injuste qu'on l'ait enfermé. Il dormait quand les cloches ont sonné, et sa cabine était la plus éloignée des abris. Les opérateurs semblaient avoir pris une décision. 2 d'entre eux ont entrouvert la porte, mais l'ouverture n'était pas assez grande pour laisser passer le type. 2 gars derrière moi se mirent à crier. Ils disaient de ne pas risquer la vie de tout le monde. Certains criaient qu'il fallait respecter les règles. Le chef opérateur s'approcha de l'ouverture et murmura quelque chose. Je crois qu'il s'appelait Hobbs. Des jurons fusèrent. L'homme à l'extérieur commença à enfoncer ses doigts dans la porte. Il essayait de forcer la porte. J'ai entendu Hobbs dire « Retire tes doigts, ou on va les écraser. Barker, tu connais les règles. On ne peut pas te laisser rentrer. » Barker, l'homme derrière la porte, a commencé à supplier, disant qu'il avait prolongé son contrat 10 fois, qu'il avait presque payé les frais médicaux de sa femme. « Alors tu n'aurais pas dû laisser ta fichue épingle. Barricade ta cabine. Tu survivras peut-être. Compris ?» répondit Hobbs. Et puis j'ai vu quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Le chef opérateur a attrapé sa radio et l'a frappé sur les doigts. J'ai entendu un craquement. Barker a hurlé comme un chien en retirant sa main. Et c'est ainsi qu'ils lui ont claqué la porte au nez. Le silence s'est abattu sur la foule, puis la tour s'est inclinée d'un côté. J'ai senti le sol vibrer avant d'entendre un grand bruit venant d'en bas. « Tout le monde à terre, vous savez quoi faire », a dit Hobbs. Les gens se sont mis à genoux, essayant de ne pas tomber les uns sur les autres en s'asseyant par terre. J'ai suivi leur exemple et j'ai attendu que tout se termine. Mais derrière la porte, Barker s'est mis à crier. La tour se balançait maintenant d'un côté à l'autre, comme si nous étions pris dans un ouragan. Autour de moi, les gens se frottaient l'un dans les mains. Leurs yeux étaient des grands ouverts de peur. Puis, un autre gémissement retentit en bas, mais celui-ci ressemblait davantage à un hurlement. Il couvrait complètement les cris de Barker. Les vibrations résonnaient dans ma poitrine et atteignaient mes plombages dentaires. Quelqu'un derrière moi s'étouffa. J'ai moi aussi senti la nausée monter. C'était exactement comme le premier jour, lorsque Jean m'avait mis en garde contre les conversations sur les ponts inférieurs. J'ai levé les yeux et les inscriptions sur la porte semblaient bouger. Le poisson à 2 yeux m'a fait un clin d'œil. Le serpent à 2 têtes s'enroulait autour du dessin, représentant un homme. La créature aux tentacules tourbillonnait comme un vortex. Les silhouettes humaines dansaient en rond. Puis, soudain, tout s'arrêta. Le kraken cessa de tanguer. Les gémissements douloureux disparurent. Les inscriptions sur la porte étaient les mêmes qu'avant. Pendant quelques instants, personne ne dit rien. Puis les cloches se remirent à sonner dans le haut-parleur. Les gars à l'entrée commencèrent à ouvrir les portes, mais personne ne bougea. Hobbs sortit et revint aussitôt en courant. « Tout le monde reste dans sa cabine jusqu'à nouvel ordre, » nous dit-il. Je n'avais pas l'intention de discuter,
Mais en m'approchant des portes, je compris pourquoi. Il avait dit cela parce qu'il ne restait plus grand-chose de Barker. À l'extérieur du refuge, j'ai vu sa botte coincée dans les tuyaux au plafond. J'essayais de ne pas marcher sur les taches rouges, mais des morceaux étaient éparpillés dans tout le couloir, et du pétrole noir brillait, mélangé au sang. Je suis parti en congé quelques jours plus tard. Je n'avais pas vraiment d'endroit où aller. J'ai simplement flâné à Cancun jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer. J'ai pensé à démissionner, mais j'aurais vraiment dû lire les petits caractères du contrat avant de le signer. Il s'est avéré que j'étais lié par des obligations, ce qui signifiait que si je démissionnais avant la fin de mon contrat, je devrais payer 3 mois de salaire, plus une foule d'autres pénalités. Je n'avais pas cet argent et je remboursais encore les prêts que j'avais dû contracter pour obtenir le certificat nécessaire à cet emploi. Les gens aiment dire que nous avons toujours le choix. Mais ce que personne ne dit jamais, c'est que dans de nombreux cas, vous êtes perdant, quel que soit votre choix. Peu de temps après, j'étais de nouveau dans l'hélicoptère, en route pour le Kraken. L'atmosphère était beaucoup plus tendue que lorsque j'avais commencé quelques mois auparavant. Les gens ne plaisantaient bien plus autant et ne se parlaient même plus pendant les pauses. Je ne suis pas du genre à pointer du doigt, mais les zones de repos commençaient à se remplir de bouteilles de tequila vides. À la fin de ma première semaine après mon retour, Jean a sorti la sienne et m'en a versé un verre. « Tu te souviens encore de toutes ces règles, Sally, celles qui ne figurent pas dans les instructions ?» a-t-il murmuré. J'ai refusé le verre, mais j'ai acquiescé. Je ne pourrai jamais les oublier. Eh bien, voilà le problème. Le moment était venu de te parler de la dernière règle, la plus importante. Jean s'est penché vers moi et a baissé la voix. Alors, règle numéro 7. Tout le monde participe à la loterie, murmura-t-il. Pendant des semaines, je m'étais demandé quelle était cette grande règle secrète. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Une loterie. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai-je. Mais Jean semblait sur le point de s'évanouir. Oh, c'est une affaire importante. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais souviens-toi, mon garçon, tu dois être là, dit-il en s'éloignant de moi et en boitant vers son lit. Il ne m'a rien dit d'autre à propos de la loterie. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que c'était quelque chose que l'entreprise organisait à la fin du contrat de 3 mois de chacun. Les 2 semaines suivantes, j'ai surtout essayé de ne pas me faire remarquer. Je faisais mon travail, j'avais toujours une épingle sur moi et je restais à l'écart des autres. Les relations au sein de l'équipe devenaient de plus en plus hostiles. J'entendais beaucoup plus de disputes. Je n'ai jamais vu de bagarre, mais j'ai vu certaines personnes avec des coupures et des ecchymoses. Et enfin, le moment de la loterie est arrivé. C'était le dernier jour de travail pour tout le monde, à moins que quelqu'un n'accepte de prolonger son contrat. Bien sûr, j'ai regardé mon emploi du temps pour cette journée et j'ai vu que toute la soirée était consacrée à la loterie. Tout le monde devait se réunir sur le pont principal après le dernier dîner. Les cuisiniers se sont surpassés ce soir-là. Steak et homard pour tout le monde. Mais personne ne semblait avoir faim. J'ai fini mon repas et j'ai traîné dans la zone de détente jusqu'à ce qu'il soit l'heure de monter. Vers 21h, une annonce a demandé à tout le monde de se rendre sur le pont principal. Quand je suis arrivé, la foule formait un cercle grossier autour de Hobbs et des autres cadres supérieurs. Ils installaient une machine à sous et des haut-parleurs. Derrière eux se trouvait un grand baril de pétrole. J'ai trouvé Gene dans la foule et je me suis tenu à côté de lui. Tout le monde semblait nerveux et agité. Puis, Hobbs a pris le micro et s'est adressé à la foule. « Bonsoir à tous. Bravo d'avoir tenu bon jusqu'à la fin de vos contrats. Maintenant, avant de procéder au tirage au sort, je voudrais clarifier quelque chose. Ce qui est arrivé à Ron Barker est tragique, mais cela ne compte pas. Nous avons conclu un accord pour que le pétrole continue de couler, pour que le Kraken reste à flot.
pour que l'argent continue d'affluer. Nous suivons les règles et organisons une loterie tous les 3 mois. Or, M. Barker a enfreint les règles, et nous devons quand même le faire. Hobbs s'est éclairci la gorge et a poursuivi. La bonne nouvelle, cependant, c'est que la société va augmenter les primes de 10% pour ce tour. Mais seulement cette fois-ci. Tous ceux qui ne gagneront pas à la loterie recevront leur prime habituelle, plus cette augmentation. Ça vous semble correct? Cela me semblait correct. J'avais oublié cette prime à la fin du contrat. Je me souviens avoir lu quelque chose à ce sujet dans les documents. Mais personne d'autre ne semblait aussi enthousiaste que moi. La seule réaction que Hobbs a obtenue a été quelques exclamations timides, mais cela ne l'a pas vraiment dérangé. Il a fait signe au type qui faisait tourner la machine à l'auto. Celui-ci a fait quelques tours supplémentaires, puis a sorti une boule en bois. Sans la regarder, il l'a tendue à Hobbs. « Le gagnant de cette loterie est M. Clive Harper », a déclaré Hobbs. Un cri retentissant s'est élevé à ma droite. Une bagarre et des cris ont éclaté, jusqu'à ce que Clive soit finalement amené au centre. 2 hommes costauds le maintenaient en. La main de Gene serra mon avant-bras. Il se pencha et me murmura à l'oreille. « Ça va bientôt être fini, d'accord? Pense juste au bonus. Pense à tout le bien qu'il apportera à ta famille. C'est pour ça que la plupart d'entre nous sommes ici, » dit-il, et cela sonna comme s'il me suppliait. L'un des responsables ouvrit un baril de pétrole derrière Hobbs. Elle en préleva une grande quantité à l'aide d'une tasse et s'approcha de Clive, qui était à genoux. Il pleurait et suppliait. Un homme l'attrapa par les cheveux et lui renversa la tête en arrière. Elle versa alors le pétrole noir et épais dans la gorge de Clive. Elle ne s'arrêta pas avant que la louche ne soit vide. J'entendis Clive s'étouffer jusqu'à ce qu'il vomisse le pétrole. Dès qu'il eut fini, les autres managers accoururent et trempèrent leurs pinceaux dans cette bouillie. Puis ils coururent vers le bord de la tour et se mirent à peindre. Ils dessinèrent des symboles sur le sol tout autour du kraken, des symboles similaires à ceux que j'avais vus dans l'abri. De temps en temps, ils revenaient et trempaient à nouveau leurs pinceaux dans ce que Clive avait vomi. La foule était silencieuse. Personne ne bougeait, sauf pour laisser passer les managers. La seule chose que j'entendais, c'était Clive qui vomissait. « Jean, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ça? » ai-je demandé. Jean m'a regardé. « Quelqu'un doit le faire, mon gars. Ça fait partie du contrat que la compagnie a conclu avec ceux qui remplissent le puits. Mais les patrons, ils donnent à tout le monde une prime pour avoir à passer par là. Certains de ces gars prolongent leur contrat pendant des années et ne sont pas sélectionnés. En fin de compte, c'est la chance qui décide, expliqua-t-il. Mais Clive, les médecins vont le sauver, n'est-ce pas? C'est un vrai monstre, dis-je. Le regard de Gene est devenu vitreux. Mec, dès que les managers auront fini de dessiner sur toute la tour, recule vers les rangs arrière. Tu m'entends? Tu n'es pas obligé de participer à la suite, mais tu dois rester à l'intérieur des dessins pendant tout ce temps, a-t-il dit. La foule s'est tendue. Puis, ils semblèrent tous se préparer à quelque chose. C'est alors que je vis le manager arrêter de dessiner. Jean me repoussa en arrière lorsque la foule se précipita vers l'avant. Tout le monde courut vers Clive. Il tendait les mains vers lui. J'entendis Clive crier pendant des heures,